Bon. Donc bonjour à tous, peut-être voilà, à tous même aux non-lyonnais, peut-être surtout aux non-lyonnais. Alors merci pour la petite publicité. Alors j'avais d'ailleurs mis la couverture, alors c'est pas pour frimer ou pour vendre plus de bouquins, mais disons que je mets souvent l'image du bouquin pour me présenter parce que disons que ce bouquin illustre un petit peu mon double intérêt dans la vie, qui est d'essayer de comprendre l'attention au laboratoire, donc en regardant vraiment dans le cerveau, comment ça fonctionne à l'intérieur, la mécanique, et puis surtout, enfin pas surtout, mais également de faire un lien avec la vie quotidienne, vraiment aux situations qui nous préoccupent, vous maintenant, moi maintenant en train de faire l'exposé, on a tous des petites variations d'attention, qu'est-ce que ça fait, pourquoi, etc. Donc ça, voilà les grandes questions qui m'intéressent. Alors si vous me suivez, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide que prévu, parce que j'aimerais vraiment beaucoup prendre vos questions, parce que je vois qu'il y a un public très À propos divers. des questions, Jean souhaite que les utilisateurs du tweet n'hésitent pas à utiliser le tweet pour poser ces questions. C'est plus facile pour toi pour les centraliser. Merci. Donc je vais essayer de garder vraiment du temps pour prendre vos questions. Je vais faire un petit exposé de quelques notions de base sur l'attention et le cerveau. Évidemment, ça ne va pas répondre à toutes vos questions avec vos perspectives si diverses. Donc ça, on fera plutôt ça pendant les questions-réponses. Alors je commence, une petite image qui doit être familière pour vous. Que j'ai tirée dans les bonnes sources bibliographiques des chercheurs. Vous savez qu'on est tout le temps dans des revues spécialisées. La plus grande erreur à ne pas commettre lors d'un dîner en amoureux. Alors pourquoi est-ce que c'est une erreur? C'est toujours intéressant de se poser la question. Évidemment, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau va filtrer à chaque moment entre ce qui est important ou ce qui lui semble important et ce qui l'est moins, grâce à son système attentionnel. C'est le travail essentiel du système attentionnel. On est bombardé d'informations dans tous les sens. Il va y avoir une sélection, et cette sélection est faite par le système attentionnel. Donc finalement, l'attention va être une mesure de la valeur qu'on accorde aux choses, aux êtres autour de nous. C'est-à-dire que là, il y a un message clair qui est envoyé par chacun d'entre eux, c'est que le téléphone est plus important que la personne en face, qui a d'ailleurs quasiment disparu sur l'écran. Bien. Alors, là où les choses se corsent, c'est que vous voyez dans cette petite phrase, donc l'attention est une mesure de la valeur que en fait, vous accordez aux choses et aux êtres. Il y a ce mot « vous » qui n'est pas évident qui paraît simple du vocabulaire de tous les jours, mais quand on regarde un petit peu comment fonctionne le cerveau, on se rend compte que savoir ce que c'est que vous ou nous, ou qu'est-ce qu'on est, c'est pas si simple que ça. Et en fait, il y a dans ce mot en fait un sens composite, puisque notre identité va correspondre à une collection, en fait, un ensemble de systèmes dans le cerveau qui vont être en interaction et qui ne vont pas toujours avoir le même opinion sur ce qui est important ou sur ce qui ne l'est pas. Alors j'ai pris quelques exemples. Vous voyez, vous avez un souci qui vous obsède la nuit. Dans ce cas-là, vous avez ce souci. Pourquoi est-ce que ce souci vous obsède? C'est parce que il y a bien quelque part dans votre cerveau des neurones qui considèrent que c'est important et qui engagent leurs ressources pour le traiter. Mais par ailleurs, vous pensez aussi que c'est important le lendemain d'être frais et de vous rendormir. Donc vous voyez déjà, rien que sur ce petit exemple, il va y avoir une contradiction entre ce que certaines parties de nous-mêmes vont considérer comme important et d'autres comme non important. De la même façon, à ce moment-là, même en ce moment, vous avez certainement en tête beaucoup de choses qui vous paraissent importantes et qui sont plus ou moins contradictoires. Donc on peut trouver à la fois quelque chose à la fois important et pas important, ce qui contredit cette idée d'unité du moi. Et en fait, la distraction, de façon générale, va toujours provenir d'un problème d'alignement des priorités des différentes parties du cerveau, des différents systèmes dans le cerveau. Donc on va trouver une sorte de conflit permanent dans le cerveau qui va être la source de la distraction et sur lequel je vais essayer de vous renseigner un petit peu là-dessus. Alors déjà, avant ça, puisque donc on est dans le domaine de l'apprentissage, la première question qu'on pourrait se poser aussi, c'est pourquoi être attentif finalement, à quoi ça sert? Alors pour ça, je vous montre juste les résultats d'une petite expérience qu'on a fait au labo. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous voyez défiler tout simplement l'activité cérébrale. Quand c'est rouge, c'est que les neurones s'activent. Je vais utiliser mon petit laser. Vous voyez, vous avez des zones rouges, ça veut dire que les neurones travaillent. Puis vous voyez, en fait, il y a un petit chiffre qui court, c'est le temps. C'est des millisecondes, donc c'est ralenti. Donc vous voyez que il y a des neurones qui s'activent, puis s'activent moins. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on regarde? On est simplement en train de regarder le cerveau d'une personne qui est en train de lire un mot dans deux conditions, selon que cette personne fait attention. Donc c'est une lecture attentive. Un petit peu quand vous êtes bien frais, vous lisez un texte. Donc là, c'est la situation du haut. Et puis, une autre situation qui est le cas d'une lecture plus distraite. Vous savez, vous avez tous fait cette expérience de lire en étant fatigué. Alors, vos yeux parcourent le texte, et puis à la fin, vous n'avez rien retenu, peut-être éventuellement 2-3 mots. On est obligé de relire, on se dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas lu ce paragraphe. Donc, c'est vraiment cette lecture distraite qu'on a contrastée dans ce cas-là. Et en fait,
Je trouve que j'aime bien cet exemple parce qu'on voit bien la différence finalement, ce que va apporter l'attention. Alors, un petit détail ici, donc à l'arrière du cerveau, vous avez des régions qui servent plus à percevoir le monde, en l'occurrence à lire dans ce cas-là, à percevoir les formes visuelles des mots. Alors vous voyez, c'est ce qu'on appelle le cortex visuel. Et là, alors, hop, on attend que ça revienne. Ouais. Donc le fait de porter son regard sur un mot, quand un mot est affiché sur un écran, bah, il y a une réaction du cortex visuel, on le voit. Et en fait, cette réaction, elle est un petit peu la même finalement, qu'on fasse attention, qu'on fasse pas attention au début. Par contre, la grande différence, ça va être ce que vous voyez un petit peu à l'avant du cerveau ici, donc dans ce qu'on appelle le lobe frontal, et notamment dans des régions comme l'aire de Broca, qui sont en fait des régions assez évoluées pour le traitement au niveau du langage, où là, il va se passer un phénomène vraiment complètement de dissociation tout ou rien entre la condition d'attention et la condition d'inattention. Donc, quand vous lisez le mot avec attention, vous avez vraiment un envahissement du lobe frontal par cette activité neuronale, donc un traitement vraiment de l'information à ce niveau-là, qui ne va pas du tout se produire lorsque vous ne faites pas attention. Donc la grande différence, elle va être là. Alors ces régions antérieures, elles vont intervenir non seulement dans la compréhension du mot, mais également dans le fait de l'insérer dans le sens général de la phrase, dans sa mémorisation, etc. Donc vraiment également dans l'apprentissage d'un texte, de ce dont le texte parle. Donc ça correspond bien à cette idée que quand on lit en étant distrait, finalement, on a bien la sensation quand même d'avoir vu, on n'était pas aveugle quand on a lu en étant distrait. On a bien vu le texte, donc les systèmes sensoriels, eux, ont fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est la deuxième partie, c'est vraiment ce traitement actif, cette mémorisation de ce qui avait été perçu. Donc la différence, elle va se jouer ici. D'où l'importance d'être attentif. Bien. Donc voilà ce que je résume ici. Dans une condition d'attention, que vous faites vraiment attention, donc vous avez effectivement cette activité, cet envahissement des régions de haut niveau du cerveau. Et puis, lorsque vous ne faites pas attention, il y a vraiment un effet tout ou rien, où vous n'avez quasiment rien. En fait, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une sorte de perméabilité où, vous savez, on dit ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, bah, c'est exactement ça. Alors ça, c'est dans le cas de la vision, dans le cas de la lecture, mais on peut montrer exactement la même chose lorsque vous entendez. Vous savez, vous écoutez, vous n'écoutez pas, quelqu'un vous parle, vous êtes devant la télé, vous avez eu un souvenir d'un brouhaha, vous savez bien que quelqu'un vous a parlé, mais vous n'avez aucun accès au sens. En fait, il se passe exactement la même chose. Donc le prof qui parle quand on n'écoute pas ou quand on fait autre chose, voilà, vous avez cette partie-là ne s'allume pas. On ne se laisse pas envahir, si vous voulez, par le monde autour de nous. Peut-être que ce micro sera un peu plus puissant. Oui. D'accord. Ok. Vous avez à peu près compris ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? C'est très visuel. Voilà. Vous savez, je vais être dans une situation de multitâche où je dois manipuler deux. D'accord. Alors, je vais vous demander de regarder un petit peu cette image, quelques secondes, on ne va pas y rester des heures. Pour en fait approcher ce qu'est la dynamique de l'attention. L'attention, c'est un phénomène dynamique. Donc, je vous demande de regarder un petit peu cette image. Bon, alors voilà, on ne va pas y passer des heures. Alors, j'imagine que vous avez exploré l'image du regard. Vous avez regardé à différents endroits. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé l'image de façon séquentielle, comme pour lire un texte, en partant d'ici et en se déplaçant comme ça, un petit peu de façon robotique? Voilà, personne. Bon, ça me rassure. Ça me rassure. Il n'y a pas de robot dans la salle. Donc en fait, l'exploration visuelle, que vous pouvez constater même juste après, quand vous regardez les slides, elle va favoriser certaines zones de l'espace, notamment les objets. Vous voyez le poulet ici, je ne sais pas, certains ont peut-être regardé le verre de vin, pourquoi pas. Bon, je suis un peu vache parce qu'il y a le déjeuner qui approche. Mais il y a comme ça un parcours, un petit peu, c'est un peu, si vous voulez, la métaphore du clic de souris. En fait, on va cliquer, le regard va sans arrêt se déplacer avec des petites saccades. Donc, on va alterner saccade, fixation, saccade, fixation. Donc, la saccade, c'est le petit mouvement du regard, avec une prise d'information. Et finalement, on va passer son temps avec le regard à cliquer sur des éléments de notre environnement pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce que c'est exactement? En posant le regard, finalement, on va poser notre attention, on va savoir plus. C'est un vin rouge, peut-être que c'est tel type de vin, etc. Donc c'est un petit peu comme si on allait cliquer sur des liens hypertextes. Vous voyez qu'Internet n'a pas inventé ça, ça existait déjà dans le cerveau. Alors, ce que j'aime bien aussi dans cet exemple, c'est qu'on voit donc une dynamique qui est très rapide entre perception et action. Donc vous déplacez votre regard. Donc le fait de déplacer votre regard va changer la perception que vous avez. Parce que tout d'un coup, vous allez regarder le verre de vin, vous allez mieux le voir. Donc votre perception a changé. Puis ensuite, cette perception va déclencher une autre action, l'action d'aller regarder ailleurs. Et on voit comme ça qu'il y a un enchaînement perception-action. La perception qui génère une action, l'action qui change la perception. Donc un enchaînement qui forme en fait
la brique élémentaire de l'activité cognitive, ce qu'on appelle la boucle perception-action. Alors, cette boucle perception-action, vous la voyez ici à l'œuvre, dans le cas visuel, mais plus généralement, elle se retrouve, par exemple, dans les autres modalités sensorielles. Vous savez, quand on tâtonne pour chercher un objet, on tâtonne à un certain rythme, comme ça, donc on va acquérir de l'information plusieurs fois par seconde. De la même façon, quand on parle, d'ailleurs, quand on génère de la parole, là, je vais parler au rythme de 2 ou 3 mots par seconde, voire un petit peu plus. Donc, il y a à chaque fois, comme ça, il y a un rythme inhérent à l'activité cognitive qui est toujours de cet ordre-là, donc 2, 3, 4 fois par seconde, et qui va, comme ça, qui va enchaîner donc, des perceptions, donc non seulement sensorielles, mais également de nature émotionnelle, éventuellement, voir des images mentales, des pensées, voir des sensations de type soif ou faim, à chaque fois, qui vont guider une action. L'action pouvant être, donc dans ce cas-là, un déplacement du regard, mais plus généralement, un acte d'utilisation, le fait de penser à quelque chose, de mémoriser, etc. Donc vous avez cet enchaînement-là qui est général à toute la sphère cognitive et qui va donc rythmer notre vie mentale. Et si on regarde bien ce qui se passe, c'est là que l'attention, c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment décortiquer l'activité cognitive pour comprendre comment fonctionne l'attention. Donc c'est un petit peu sombre, mais donc à chaque instant, vous avez plusieurs perceptions possibles. Ce qu'on a vu, vous êtes face à cette table avec ces différents objets. Vous pouvez voir le verre de vin, mais aussi d'autres objets. Mais également, vous pouvez être plus sensible à la soif, la sensation de soif que vous avez, ou à une petite démangeaison dans le dos. Donc plusieurs perceptions possibles, et également, à chaque fois, plusieurs actions possibles. Le fait de saisir le verre, de le renverser, de regarder ailleurs, etc. Donc, Donc à chaque moment, il va y avoir une sélection de la perception, une parmi d'autres, et une sélection de l'action, une action privilégiée et une perception privilégiée. Et en fait, la performance, en général, alors je vais parler de performance, mais ça peut être, c'est vraiment au sens large. Hein. La performance, par exemple, quand je lis avec attention, il y a une notion de... je lis mieux quand je fais attention. Donc il y a une petite notion de performance qui vient se glisser là, le fait de mieux mémoriser. Le fait, je pose mes clés, je rentre chez moi, je pose les clés, j'oublie je les pose n'importe où sans vraiment regarder où je les pose. Demain, je vais mettre une demi-heure pour les chercher. Il y a une notion de performance qui n'est pas forcément optimale à ce niveau-là. Vous voyez. Donc en fait, la performance, dans tout ce qu'on fait, même pour écouter un morceau de musique, elle va être déterminée en fait à chaque fois par la qualité du choix de l'action à chaque cycle. Donc, est-ce que je choisis la bonne action, éventuellement mentale? Éventuellement, la bonne allocation, l'action au sens de orienter son attention sur quelque chose. Bien. Or, donc le choix de l'action, à chaque moment, c'est-à-dire plusieurs fois par seconde, doit être adapté à l'objectif du moment. Alors bon, vous me passerez le principe de l'action juste parce que je pense que c'est un peu pénant. Mais là, et voilà, donc la grande question en fait qui va se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui détermine le choix de l'action à chaque moment. Et en fait, très généralement, l'action va être une réaction à ce qui est perçu. Pourquoi? Parce que ça va trop vite. Je dois réagir, il y a une sélection de l'action qui se produit, comme je vous dis, en 200, 300 millisecondes, vraiment un tiers de seconde ou une demi-seconde. Donc c'est extrêmement rapide, et la plupart du temps, donc, on a juste une réaction à ce qui est perçu. Et donc il va être d'autant plus important d'orienter son attention, de placer son attention sur la bonne cible perceptive, que ça va être le moyen, justement, en privilégiant un objet de perception par rapport à un autre, de déclencher la bonne action. Bien. Alors, vous voyez donc en fait qu'à travers ces cycles perception-action, si on vise un objectif qui peut être simplement d'arriver à la fin d'un paragraphe en ayant compris de quoi il s'agissait, ici, ça peut être ces gestes mentaux peuvent être simplement de déplacer le regard et puis de faire ce geste que je vous montrais, de se laisser envahir de laisser le lobe frontal se laisser envahir par le mot, par le sens du mot, etc. Donc pour arriver à la fin, avoir compris le sens du texte, de saccade en saccade, ou alors, désolé, je ne pas la diapo pour ça, ou alors vous pouvez complètement dévier avec des mauvais choix à chaque fois et puis arriver à la fin du texte en n'ayant rien compris du tout, ou en ayant oublié vos clés, ou en ayant renversé la tasse de café d'une personne comme je viens de faire à la pause, et ainsi de suite. Bien. Alors, parfois, il m'arrive d'intervenir dans des classes pour parler d'attention aux enfants. Et en fait, dans ce cas-là, l'analogie que je prends, c'est celle avec le sens de l'équilibre attentionnel. Le sens de l'équilibre. Pourquoi? Parce que si vous traversez une poutre, vous allez devoir à chaque fois donc, traverser la poutre par petites actions successives, donc le fait de mettre les pieds. Et puis à chaque fois, il va y avoir des forces qui vont avoir tendance à vous déséquilibrer, à vous faire le mauvais mouvement et éventuellement à vous faire tomber.
Quand on parle comme ça aux enfants de sens de l'équilibre attentionnel, on leur montre que, eh bien, il y a des forces qui vont agir sur leur attention et qu'il va falloir à chaque moment en prendre conscience pour essayer de se stabiliser tout au long d'un exercice, etc. Et maintenant, on va voir ensemble quelles sont ces forces-là. Bien. Hop. Alors, quelles sont ces forces? Donc, ces forces vont être des forces qui, dans le cerveau, vont être en fait l'action de système, qui vont avoir tendance à donc chacun à voter, si vous voulez, pour privilégier une action plutôt qu'une autre. Alors il y a 3 systèmes principaux qui traitent, qui prennent en compte, on peut dire d'abord nos habitudes, c'est-à-dire que le fait d'avoir l'habitude de faire certaines choses va entraîner une certaine façon de réagir plutôt qu'une autre. Et une certaine façon de faire attention plutôt qu'une autre. L'utilité générale, alors bon, je passerai ce terme, c'est simplement ce qu'on a l'habitude de trouver utile, d'aimer ou de ne pas aimer. Et puis la dernière chose, c'est l'utilité ponctuelle, c'est-à-dire quelle est l'utilité vraiment de cette action par rapport à l'intention que j'ai, à l'objectif que j'ai en tête. Ce que j'ai consciemment, volontairement choisi de faire. Alors, hop, voilà, on va passer en revue un petit peu ces systèmes-là. Donc le premier donc, concerne tout ce qui est du domaine des habitudes. Et en fait, on va voir tout de suite un exemple assez intéressant. Donc, vous voyez que votre regard tout à l'heure ne s'est pas déplacé au hasard. Vous avez été regardé à certains endroits plutôt que d'autres. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans le cerveau, à chaque fois que vous posez votre regard quelque part, vous avez des neurones dans le cortex visuel, donc à l'arrière du cerveau, qui vont être capables, très rapidement, d'analyser ce que vous avez devant vous et de détecter la présence d'événements ou d'objets qui sont potentiellement importants. Alors, par exemple, ces neurones sont tout à fait capables de détecter, je reste dans la modalité visuelle, la présence d'une ambulance. Si vous avez une ambulance qui passe derrière vous, vous avez un signal clignotant, enfin un petit flash. Ce flash va être parfaitement détecté par ces neurones et générer une activité qui va créer une sorte de saillance. Donc ça, c'est pour des événements aussi. Si tout d'un coup, il y a une porte qui claque, ça va être un événement saillant, donc il va être détecté par ces neurones-là. Donc ces neurones vont privilégier certaines régions de l'espace comme porteuses d'un événement potentiellement important. Mais donc ces cartes de saillance, voilà un exemple de ce qui pourrait. Donc là, j'ai pris j'ai pris des exemples très simples, hein, le flash de l'ambulance. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces neurones sont capables de faire des choses assez sophistiquées. Et par exemple, détecter ici dans une image comme ça la présence d'objets, de bâtiments. Donc vous voyez ce que pourrait donner une carte de saillance avec des zones qui sont considérées comme plus importantes, donc en rouge, et puis d'autres pas du tout importantes. Donc c'est vraiment le résultat de calculs très rapides qui après vont donc communiquer cette information à des régions qui sont capables de déplacer l'attention et déplacer le mouvement du regard, les mouvements des yeux, pour aller les orienter vers ces régions-là. Donc c'est grâce à ces cartes que regard et attention se déplacent de façon réflexe en général. Voilà 2 exemples. Alors, il faut savoir, donc je vous ai donné l'exemple du stimulus clignotant, là ici, qui va être très, très, très bien perçu par ces neurones, généralement signalé comme important. Donc c'est des caractéristiques physiques extrêmement simples. Mais dans le système visuel, vous avez également des neurones qui sont capables de détecter la présence de visage, la présence de texte, et qui vont aussi signaler qu'il y a là quelque chose d'important. C'est pour ça que vous rentrez dans un métro, dans une station de métro, vous avez remarqué, votre regard il est assez naturellement attiré par les publicités, vous avez un grand visage ou du texte, enfin vos marqueurs et votre regard ne se déplace pas au hasard. Parce que vous avez ces détecteurs qui sont en train de travailler et qui signalent, en fait, qui mettent de la couleur rouge sur certains éléments de l'espace visuel autour de vous, qui vous disent d'aller voir, d'orienter votre attention. Donc, ces cartes, en fait, sont à la base, dans le cas encore de l'exploration oculaire, que j'aime bien parce que c'est vraiment un cas d'école pour étudier l'orientation de l'attention, qui vont permettre de réaliser ces 3 ou 4 prises de décision par seconde pour aller voir d'abord ici, puis là, puis quasiment jamais certains endroits de la mer et tout. Bien. Alors, si on reste dans cette région-là, donc qu'on appelle le lobe pariétal d'ailleurs, ici, là, situé à l'arrière de la tête, vous avez à côté de ces cartes de saillance, pas loin, des neurones qui, eux, vont mémoriser ce que vous faites lorsque vous êtes face à un objet. Par exemple, j'ai une bouteille d'eau ici. Généralement, quand j'ai une bouteille d'eau devant moi, je la prends et je bois. Donc vous avez simplement des neurones qui vont garder en mémoire ce type d'association entre une perception et une action, qui vont en prendre bonne note et qui, à chaque fois que vous êtes face à un objet de ce type, vont le rappeler. C'est-à-dire que les neurones vont dire « Ah bah tiens, bouteille d'eau, donc boire ». Donc là, en fait... Excusez-moi, j'ai déjà un tweet là qui a un petit clin d'œil. Oui. Voilà, donc je renvoie les tweets qui arrivent Oui. pour savoir quand est-ce qu'on aura un échange, puisque le clin d'œil, c'est de dire, là, on a une présentation un peu ex cathedra et que du coup, le collègue dit, je perds l'attention. Ah, donc d'accord. voilà, donc...
Ah ben moi, j'ai reçu des bonnes instructions qui étaient d'abord l'exposé, puis les questions. D'accord, donc juste... Voilà, donc voilà la réponse au Merci, voilà, donc la salle réagit. Donc, La salle réagit, tout va bien. Voilà, moi je suis les... On est donc, merci. Bien. Bien, donc en fait, tout ça va servir, va faire du lobe pariétal un système qui est en permanence en train de proposer des actions. Donc qu'on peut voir de temps en temps quand vous êtes au téléphone, prenez un petit crayon de façon machinale et puis vous allez commencer à griffonner, parce que qu'est-ce qu'on fait avec un crayon? On griffonne. Mais généralement, on ne se rend pas compte de ça. Pourquoi? Parce qu'on a un système qui contrebalance cet effet, qu'on va voir après, qui est le lobe frontal. Mais il faut savoir que chez certains patients, ce système est abîmé et que effectivement, vous leur mettez un verre d'eau devant, ils vont le boire. Ils vont recommencer jusqu'à ce qu'ils aient plus soif, mais après ils continuent. Enfin, même s'ils ont plus soif, ils continuent. Pourquoi? Parce que quand vous avez un verre d'eau, vous buvez. Donc on observe aussi ce comportement chez certains enfants qui ont des déficits attentionnels ou des troubles d'hyperactivité. Moi j'en ai vu un comme ça qui a ouvert 15 fois une porte. Pourquoi? Parce que quand il y a une porte, qu'est-ce qu'on fait avec une porte? On l'ouvre. Donc il n'a pas ce système d'inhibition et simplement son lobe pariétal propose en permanence des actions. Donc c'est un moteur extrêmement fort de déstabilisation de l'attention. Donc vous avez un système qui fait que le cerveau, ou l'organisme nous-mêmes, va avoir tendance à obéir à son environnement, on va être prédictible, on va être un peu comme une marionnette, c'est-à-dire qu'il se passe des choses autour de nous, il y a des objets, on va agir selon nos habitudes. Donc il va y avoir comme ça une grande déstabilisation de l'attention. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est là en train de suivre un cours, tout d'un coup il y a un visage qui se tourne vers lui, il voit une forme claire, hop, il regarde, parce que c'est ce qu'on fait, généralement. Donc tout ça va empêcher la stabilisation de l'attention et donc les effets avec les conséquences qu'on peut imaginer sur l'apprentissage, comme je vous ai montré avant. Bon, je passe là-dessus, donc c'est ce que je viens de dire. Donc vous pouvez observer ce système à tout moment, en observant par exemple les déplacements de votre regard. Ce système en fait s'étend aux perceptions mentales. Je pense à un téléphone, et bien hop, ce téléphone va naturellement... la perception du téléphone va naturellement avoir tendance à déclencher un geste, le geste d'utilisation du téléphone. Donc, je vais sentir ma main qui part, hop, pour aller chercher dans ma poche. Parce que, voilà, etc. Donc on a comme ça ce système d'obéissance à ce qu'il y a autour de nous, ou à nos pensées éventuellement dans ce cas. Le deuxième système, c'est un circuit qu'on appelle, qui est au cœur de système, c'est ce qu'on appelle le circuit de récompense. Alors, ce circuit de récompense, c'est un ensemble de neurones qui, à chaque fois que vous faites quelque chose et que vous ressentez une émotion ou un sentiment ou un certain plaisir par rapport à ce que vous êtes en train de la situation que vous êtes en train de vivre. Par exemple, je prends du chocolat, je le mange, je ressens un plaisir, c'est bon. Ces neurones vont s'en souvenir et vont coder en fait des associations extrêmement fortes entre donc certains objets ou certaines situations et donc des notes qui sont positives ou négatives. Donc ça, c'est positif. Vous savez, c'est un petit peu comme voilà, vous savez, sur Facebook, on met like ou pas like. Donc en fait, ce système, il fait ça. Il dit, j'aime pas la salade, le verre de vin, j'aime bien. Voilà, le poulet, j'aime bien parce que j'ai faim. Donc il note, il note en permanence. Donc tout ça va en fait venir informer cette carte de saillance pour la changer en fonction de ce qu'on aime et créer renforcer la saillance de certains objets en fonction donc, de nos goûts. Donc c'est ce que toute l'industrie de la publicité a compris depuis très longtemps et utilise. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jolies filles et des bébés sur les pubs? Parce que assez généralement, ce sont des événements ou des images qui sont notés comme positivement par notre système de récompense et donc qui vont attirer l'attention. Bien. Vous voyez en fait, ici à l'heure, David Beckham qui a du mal à contrebalancer l'influence de son circuit de récompense sur l'orientation de son regard. Bien. Et évidemment, ce système de notes aussi s'applique à nos pensées. C'est pour ça qu'on va facilement partir dans des rêveries pour favoriser des stimulations mentales ou de la simulation mentale qui génère une activité agréable. On pourra revenir, si vous voulez, sur l'influence de ce circuit de récompense dans toute la relation qu'ont les enfants avec les jeux vidéo. Bien. Donc vous avez en fait, ces deux systèmes dont j'ai parlé sont en fait des mécanismes, donc des forces très, très, très puissantes pour nous distraire. Qui sont presque comparables à des vents violents, ces émotions, ces habitudes, et qui vont nous faire dévier de notre cible à chaque moment. Donc l'une des clés de l'apprentissage d'une bonne attention, c'est de comprendre ses forces, d'observer leur action, pour un petit peu comme quand on apprend à faire de la voile, après on sache les utiliser plutôt que d'en être complètement victime et finir dans des rochers. Voilà. Donc pour essayer de prendre conscience de l'effet de ces vents, de ces courants, compenser leur action, par petites touches, boucle après boucle, et c'est, là encore, on revient au sens de l'équilibre attentionnel, c'est-à-dire apprendre à sentir qu'on se déséquilibre et à revenir. Assez tôt, parce que sinon, c'est trop tard. Bien.
Alors, pourquoi est-ce que malgré tout, on arrive à rester concentré? Là, vous êtes assez concentré, j'ai l'impression, enfin, dans votre comportement, au moins dans le comportement que je peux observer. Parce que vous avez à l'avant du cerveau, donc là encore, ce lobe frontal, dont on a vu qu'il était si important pour l'apprentissage, et qui, lui, va agir donc comme une force stabilisatrice. Je regarde l'heure, c'est bon. Bien. Donc, que va faire ce système exécutif? Eh ben, il va formuler, en fait, il va mémoriser vos intentions. Donc, je cherche à faire ceci. Il va mémoriser des associations aussi. Si j'ai cette perception, alors je dois faire A. Si j'arrive au feu et que c'est rouge, je m'arrête. Si le feu est vert, alors je peux y aller. Donc, évidemment, ça finit par devenir une habitude, mais chez un enfant, l'enfant est obligé de mémoriser ce type d'association. Et d'ailleurs, vous êtes obligé en tant qu'adulte de servir à l'enfant de prothèse de système exécutif pour en fait lui rappeler ses règles à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas les mémoriser. De même façon, je cherche une information sur un produit sur Internet. Eh bien, voilà, il y a beaucoup d'informations dans cette page, mais je ne vais cliquer que si je vois le lien Intel, etc. Je vois un SMS, alors mon réflexe serait d'y répondre, mais comme je suis dans une situation de conférence où mon attention doit être sûre, je ne vais pas y répondre, ponctuellement. Vous voyez? Donc il va y avoir comme ça, donc ce système exécutif va à chaque fois stabiliser l'attention sur la perception la plus pertinente et également aider au choix de l'action. Alors, comment ça marche? Je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir vu à un moment comment ça marchait, au moins dans un cas hyper simple. Alors, je ne dis pas que ça marche tout le temps comme ça, mais il se trouve que chez le singe, on est capable d'enregistrer des neurones dans ce cortex préfrontal, dans des tâches simplissimes de laboratoire, comme celle-ci, où là, tout simplement, il faut appuyer quand il y a un rond qui apparaît à l'écran, et puis pas appuyer quand il y a un triangle. Et on peut mesurer des neurones dont l'activité va être soutenue pendant toute la tâche, et dont l'activité va changer. C'est-à-dire que d'autres neurones vont être actifs si on change la règle. C'est-à-dire que si on demande tout d'un coup d'appuyer quand c'est un triangle et de ne pas appuyer quand c'est un rond, eh bien dans ce cas-là, donc c'est d'autres populations de neurones qui vont s'activer, à tel point, enfin avec une telle dissociation qu'il va être possible de savoir quelle règle est en train de suivre l'animal, le singe dans ce cas-là, mais bon ça marche parfaitement de la même façon chez l'homme, en regardant simplement quels sont les neurones qui sont actifs. Donc à partir de là, vous voyez que vous avez un système assez simple, puisque le cortex visuel va envoyer une information qui est qu'il y a un rond à l'écran. Ces neurones-là vont servir d'aiguilleur en disant rond égale appuyé, tout simplement. Ils vont envoyer cette activité à des neurones derrière qui servent à bouger la main, et hop, l'animal ici réalise la tâche correctement. Et on voit bien que, sur cet exemple, tant que ces neurones restent actifs, eh bien l'animal ici va faire la tâche de façon parfaitement correctement. Et on va dire de l'extérieur qu'il est concentré. Par contre, si l'activité retombe, alors le rond va apparaître, et il n'y aura plus de réponse, ou alors le triangle va apparaître, et puis il va répondre. Donc on aura l'impression qu'il fait n'importe quoi, qu'il est plus concentré. Donc vous voyez qu'en fait, ici, la capacité de concentration, la capacité de l'animal à rester concentré sur la tâche, en fait, est parfaitement équivalente à la capacité à maintenir cette activité. L'activité de ces neurones, c'est en fait cette mémoire de la règle, cette mémoire de l'intention du moment. Et sans surprise, on voit que plus un animal est motivé, plus vous le récompensez, et de la même façon pour nous, plus on est motivé pour faire quelque chose, plus ces neurones vont avoir une activité soutenue. Et j'arrive tranquillement à la fin. Donc en fait, alors bon, il se trouve qu'il y a un vocabulaire anglais, task set, attention set, pour désigner ce qui est important pour la tâche, les règles à suivre et ce à quoi il faut faire attention. Mais vous voyez qu'ici, donc, il va s'agir, pour rester concentré, d'arriver à avoir les bons neurones qui sont actifs et pendant la bonne durée. Donc grâce à ça, il va y avoir ce système de filtrage, en fait, voilà le son du chien. Le chien aboie, hop, ça semble important parce que pour l'instant, ponctuellement, je le cherche justement, je cherche mon chien. Donc mon objectif du moment, c'est de chercher mon chien. Donc hop, ça passe. Et puis dans l'autre cas, vous avez une pensée, je sais pas quoi, qui paraît importante, une autre non. Donc voilà, vous avez un tout ou rien. Et dans l'exemple que je vous avais montré de la lecture, en fait, il y avait certains mots qui étaient considérés comme importants, parce qu'ils étaient d'une certaine couleur. Et donc le système faisait son travail de filtrage à ce moment-là. Bien. Alors tout ça en fait nous dit, et bon là je vous ai montré un exemple simple, mais en fait toute cette littérature converge pour nous dire que de façon générale l'objet de l'attention pour rester concentré, il va falloir être dans une situation où ce processus d'évaluation à chaque fois par le lobe frontal entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas est rapide, puisque je vous rappelle qu'il faut prendre des décisions à un rythme effréné. Donc il va falloir donc privilégier au maximum des règles simples, des situations, des consignes simples qui disent ceci est important, ceci n'est pas important. Donc voilà, donc vous avez dans le cerveau en général une lutte terrible et sans merci donc entre ces différents systèmes. Généralement, il peut arriver que le système exécutif gagne la partie, c'est-à-dire qu'on reste concentré, mais il ne faut pas s'étonner que
assez souvent, on se laisse distraire parce qu'il y a 2 autres systèmes qui sont actifs et qui contrebalancent son influence. Et ces phénomènes de distraction sont amplifiés, évidemment, dans certains cas, troubles déficitaires de l'attention, addiction, lésions cérébrales, mais aussi dans d'autres situations, comme le stress, la fatigue, qui vont affaiblir l'action du système exécutif. Où là, vous allez vous retrouver en train de zapper devant la télé jusqu'à minuit, sans trop savoir pourquoi, simplement par habitude et parce que votre comportement est complètement dicté par le système de récompense et par vos habitudes. Bien. Et j'ai encore 1 minute ? D'accord. Alors, cette image sera assez simple s'il n'y avait pas en plus un élément qui venait compliquer la partie, qui est que le système exécutif lui-même est divisé. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que si je vous demande maintenant ce qui est important pour vous, peut-être que suivre cette conférence, ça l'est, parce que bon, après tout, si vous êtes là, autant pas perdre votre temps. Mais il y a également le fait que vous commencez à avoir faim, donc il y a le déjeuner bientôt, que vous souhaitez parler à telle ou telle personne, que ça, il ne faut pas oublier, que vous avez je ne sais pas qui à aller récupérer, donc tout ça, vous ne pouvez pas vous permettre de l'oublier. Et en fait, tous ces objectifs, dans le système exécutif, et ils vont participer, si vous voulez, au vote à chaque fois de ce qui est important ou de ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que si vous avez, par exemple, un enfant qui est malade à la maison et qui est gardé, et bien, si le téléphone sonne dans votre poche, et ben, vous allez peut-être avoir plus de chances de répondre, enfin, être plus déstabilisé par ce type de signal. Donc il va y avoir comme ça une pondération de ce qui est important ou ce qui ne l'est pas à un moment donné, qui n'est pas évidente, parce qu'elle prend en compte tous ces objectifs. Donc, voilà qui va compliquer... Alors, tac, je passe ça, parce que je n'ai pas le temps. Voilà ce qui va compliquer la prise de décision de ce système exécutif, puisque lui-même est divisé, donc il y a un processus de vote qui n'est pas évident. Donc il va falloir, autant que possible, créer des espèces de bulles, des micro-bulles, où vous décidez consciemment que pendant quelques minutes, bien, seul ceci est important, seul cet élément est important, que vous ne répondrez pas à vous-même, mais il y a un travail conscient à faire, bon, qu'on fait, que peut-être certains d'entre nous font, mais qui n'est pas forcément évident à faire, notamment chez les enfants. Le fait de fonctionner par micro-objectifs, avec une chose très simple à faire. Quand c'est fini, c'est bon, on a gagné, on a, hop, au bout de 3-4 minutes, et puis on se redonne un petit rendez-vous avec soi-même dans 3-4 minutes, parce qu'on peut se permettre d'ignorer le monde entier pendant 3-4 minutes. Il n'y a pas, en général, pas trop de difficultés avec ça. On peut ignorer ses mails pendant 3-4 minutes, mais pas forcément indéfiniment. Donc un système comme ça, de petites missions simples et de petites récompenses rapides. Alors, je vais passer là-dessus, parce que je préfère prendre des questions, mais c'est juste pour vous signaler qu'en fait, généralement, ce système exécutif est, dans le cas, se trouve confronté à ce qu'on appelle le dilemme du chercheur d'or, c'est-à-dire le chercheur d'or se poste à un endroit, trouve un petit peu d'or et il reste, il commence à avoir de l'or, mais à un moment, il se pose forcément la question de savoir s'il n'y avait pas plus d'or à côté. Donc, si vous voulez, la stabilité, et la stabilité de l'attention, dans notre cas, peut avoir un coût. C'est-à-dire que le fait de rester concentré sur quelque chose d'unique peut avoir un coût, et forcément, à un moment, le cerveau se pose la question, et c'est un facteur de déstabilisation pour aller voir ailleurs, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus important à faire. Donc, je passe ça. Voilà. Donc, le cerveau est finalement le théâtre d'un conflit permanent, qui est la source de la distraction, mais qui est aussi une source d'inefficacité, de stress, de fatigue, et finalement de souffrance. Et donc, voilà, je ne saurais promouvoir l'utilité et l'efficacité d'un entraînement de l'attention, qui, à mon avis, est possible grâce aux connaissances actuelles et qu'on pourrait envisager dans les écoles. Voilà. Merci beaucoup.